Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour avoir été interrompu dans la vidéo précédente hier, mais je n'ai pas trop le choix. Je reprends mon propos où j'en étais arrivé au contrôle des forces combattantes et à la concurrence entre la résistance intérieure, la volonté insurrectionnelle et la nécessité d'intégrer ces forces au sein de forces régulières, euh, y compris avec des demandes contradictoires entre celles émanant des Alliés euh, qui ont probablement conduit à des sacrifices inutiles et la volonté d'obéir aux autorités de la France combattante. Cet enjeu-là est donc un enjeu caractéristique de la manière dont le général de Gaulle va s'imposer et vous avez désormais tous les éléments de réflexion pour caractériser l'attitude du général de Gaulle à la libération. Il doit s'imposer d'abord face aux Alliés. De Gaulle sera mis très tardivement au courant de l'imminence du débarquement. C'est le 3 juin 1944 que Winston Churchill le rappellera et l'informera du fait que, sans lui donner la date précise, les choses vont s'engager. Et au cours de ces discussions, le général de Gaulle va dire une fois de plus toute son opposition au fait que la France, après le débarquement, soit considérée comme une zone d'occupation. Comprenez bien que pour la majeure partie des Alliés, débarquer en France ne représente pas un enjeu de libération du territoire français, mais un enjeu stratégique d'établissement d'une tête de pont pour continuer pour les nécessités de la guerre. Et donc, si les Alliés sont prêts à admettre que les forces militaires de la résistance puissent éventuellement seconder leurs efforts en sabotant les opérations de concentration, d'envoi de renforts, etc. Ils entendent également imposer une administration correspondant à ce type de structure, de situation, de territoire occupé, ce qu'ils appellent une AMGOT, sous l'autorité du général Eisenhower. Et donc, la priorité des priorités de Gaulle, c'est de s'y opposer. Voilà pourquoi, dès le 3 juin, à la suite des entretiens avec Churchill, il transforme le Comité français de libération nationale, qui avait été donc l'une des modifications, des transfigurations de la France libre, France combattante, etc. Donc il transforme ce CFLN en gouvernement provisoire de la République française. Et sa première des tâches va être de dire merde aux Alliés. Et c'est ce qui se passe très précisément quand De Gaulle débarque en France le 14 juin 1944. Il débarque à Courseulles-sur-Mer
il arrive dans une ville qui va devenir un lieu symbolique dans la geste du gaullisme, la ville de Bayeux. Et à Bayeux, le général de Gaulle démet immédiatement les instances mises en place par les Américains lors du débarquement. Il nomme directement un commissaire de la République, un préfet, et il nomme une administration franco-française qui tire sa légitimité de la rencontre entre la résistance et lui. Et en l'occurrence, plutôt de sa rencontre avec lui. Là-dessus. Et c'est tout le sens du combat qu'il va mener. Donc, si vous mettez cet enjeu-là en parallèle avec l'enjeu du fait que depuis l'arrestation de Jean Moulin, il n'a plus ce lien direct avec le Conseil national de la résistance, n'est-il pas logique, en tout cas de son point de vue, et on ne va pas lui enlever ça, dans la nécessité de reconnaître et d'asseoir une solution franco-française à cette difficulté, n'est-il pas éminemment logique que De Gaulle ne prenne pas de gants avec la résistance parce qu'il n'a pas de temps à expliquer cet enjeu d'indépendance, d'autant que si certaines forces de la résistance s'étaient lancées dans une aventure insurrectionnelle à proprement parler, peut-être que cela aurait déplu et gêné les forces alliées, lesquelles auraient pu aussi intervenir. Donc vous voyez bien que c'est une marge de manœuvre à au moins 2 étages et que l'attitude à Paris face au Conseil national de la résistance ne fait que prolonger finalement l'état de relative méfiance que depuis depuis juin 1943, De Gaulle ne peut qu'éprouver vis-à-vis de cette résistance intérieure, parce que tout simplement, celui qui eût dû l'incarner et en qui il avait toute confiance n'est plus là. Donc, ne pouvant pas oublier la nécessité qu'il avait à s'imposer vis-à-vis des Alliés, d'où le combat contre Giraud, j'en ai dit quelques mots, d'où la transformation du Comité français de libération nationale en gouvernement provisoire. Et on est déjà dans la logique, la République n'a pas cessé d'être. Et l'attitude à Paris, le 25 et le 26 août 1944, et laquelle attitude est finalement tranchée par la descente des Champs-Élysées et l'accueil massif de la population parisienne. Alors, moi, à titre personnel, parce que je suis peut-être un mauvais coucheur, j'estime que l'onction de la manifestation populaire du 26 août 1944 est quelque chose d'ambigu, ne serait-ce que parce que quand on regarde les images des actualités cinématographiques du 1er mai 1944, il y a aussi une foule colossale qui acclame devant la cathédrale Notre-Dame le maréchal Pétain. Mais bon,
la rue de Paris avalise l'autorité de ce général qu'elle ne connaissait pas, un petit peu par la voix à la radio de Londres, et qu'elle découvre à ce moment-là. Et donc, tout le combat du général de Gaulle a été de placer sous une forme quasi régalienne d'autorité les éléments que la résistance avait constitués. Par exemple, le commandement militaire autonome, qu'il avait bien dû accepter que le CNR prenne en main dès lors que la dualité CNR-armée secrète avait été totalement décapitée en 1943 dans les circonstances que je vous ai racontées, ne peut pas durer très longtemps. Donc, intégrer les forces de la résistance, les forces françaises de l'intérieur, à l'armée française. C'est un enjeu tout à fait capital et important. D'autant que nombre de parties du territoire, c'est vrai pour le Limousin, c'est vrai pour le sud-ouest de la France, seront entièrement libérées par cette résistance intérieure qu'il va s'agir de contrôler. Et donc, dans la stratégie du rétablissement de la légalité républicaine, le général de Gaulle va devoir aller sur le terrain pour rencontrer ces autorités locales et pour s'imposer. C'est toute la série de très grands voyages que le général de Gaulle va entreprendre en province, au fur et à mesure que les portions du territoire national se libèrent et chassent l'envahisseur, et qui ont une portée symbolique évidente, mais aussi une immense portée politique. Alors, les voyages à Marseille, à Arras, à Lille. Je prendrai moi l'exemple, bon, cela ne vous surprendra pas, du grand voyage du général de Gaulle en septembre 44, 16 septembre 44, très exactement, plus si c'est le 15 et le 16 ou le 16 et le 17, enfin, le 16 il était à Toulouse. Parce que je crois que ça résume tout. Dans le sud-ouest, vous avez des résistants qui répondent davantage à la définition de résistance en France que de résistance française. Et notamment, vous avez une masse de gens qui ont quitté, outre-Pyrénées, l'Espagne après la victoire de Franco dans la guerre civile espagnole. Bref, des républicains espagnols, qu'on appelle d'ailleurs par endroits des guerrilleros. Qui vont être extrêmement divisés entre eux par moments, entre communistes et anarchistes espagnols, c'est pas toujours le grand amour. Et n'oubliez jamais que la guerre civile d'Espagne a été aussi une guerre civile interrépublicaine. Ça, en tout cas en France, quand on en parle, on oublie bien souvent cet enjeu qui est pourtant, à mon sens, tout à fait primordial. Donc De Gaulle arrive et il assoit l'autorité du commissaire de la République, Pierre Berthaud, qui est quelqu'un d'absolument remarquable, parce que pour lui,
Berthaud est le rempart face à ces antifascistes, même pas français, euh, et qui composent l'essentiel des forces françaises de l'intérieur. Sous la houlette de quelqu'un que j'ai eu la chance de bien connaître, Serge Ravanel. Euh, et Ravanel, non seulement m'a raconté, mais l'a écrit à plusieurs reprises son témoignage. Et le témoignage de Ravanel montre clairement, sans l'ombre d'un doute, que, que De Gaulle a tout fait, tout fait, absolument tout fait, pour, en humiliant la résistance intérieure, asseoir son autorité. Alors, à Toulouse, comment se passe cette prise du pouvoir par le général de Gaulle? Elle se passe très, très clairement, très simplement, par des rencontres entre Ravanel et de Gaulle, où de Gaulle, alors que les troupes de Ravanel ont quand même fait des avancées tout à fait considérables, soit en direction du Languedoc, vers Montpellier, soit vers le Limousin, et certains éléments des troupes de Ravanel iront jusque quasiment à la région de Châteauroux. Donc, excusez-moi, c'est un espace tout à fait considérable, d'où l'enjeu pour De Gaulle de ne pas laisser cela aux mains de gens qu'il ne contrôlerait pas. Donc, l'humiliation se passe de la manière suivante. L'arrivée de Gaulle, qui exige de passer ses troupes de la résistance en revue, il s'arrête devant des gens qui sont des va-nu-pieds, des résistants, pas des soldats, des révolutionnaires, pas des militaires. Il leur demande quel était leur grade dans l'armée. Imaginez à des républicains espagnols qui se sont battus contre l'armée qui refusait la légitimité politique, démocratique dans leur pays, ce que cela signifiait. Bref, la rencontre commence mal. Puis débat avec Ravanel, et il explique à Ravanel, mon cher ami, maintenant vous rentrez au FFI, rien à cirer, c'est l'armée française. Vous intégrez l'armée française qui a notamment débarqué, l'armée d'Afrique, l'armée d'Italie, qui a débarqué le 15 août 1944 en Provence. Vous êtes intégrés d'office là-dessus et vous êtes des soldats. Ravanel lui explique tant bien que mal que, ben oui, mais ces Espagnols républicains qui ont, avec un courage inouï, combattu au nom de l'antifascisme, alors que certains représentants de la France faisaient leur pelote tranquille dans la France de Vichy, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et donc, De Gaulle convoque le commissaire de la République, Pierre Berthaud, et transfère tous les pouvoirs que la résistance avait gagnés par les armes à Pierre Berthaud. Et le lendemain, il repasse en revue ses troupes. Et là, ces troupes qui avaient très mal pris le fait d'avoir été critiquées, parce que ce sont des troupes de révolutionnaires, maquisards civils, d'avoir été humiliées par De Gaulle la veille, méprisées, bien De Gaulle exige de les repasser en revue. Et entre-temps, elles se sont fournies en casque allemand à la prison Saint-Michel à Toulouse. Je permettrai d'ailleurs d'évoquer mon grand-oncle
qui était prisonnier pendant de longues semaines dans cette prison avant d'être déporté à Mauthausen. Bon. Il donc récupère des casques de soldats allemands et décide de les peindre aux couleurs de la République espagnole, mauve, jaune, rouge. Et il défile comme ça, devant De Gaulle. Histoire de lui faire un gigantesque pied de nez, parce que, bon, vous comprenez bien ce qui se passe. Et dans son journal, Ravanel note, j'ai vu des hommes pleurer. De par l'attitude, de par le mépris du général de Gaulle, j'ai vu des hommes pleurer. Et l'un d'entre eux lui a carrément dit faut-il le fusiller? Alors, évidemment, c'est une notation dans l'émotion qu'il convient d'objectiver pour faire une analyse historique. Mais au moins, l'importance de cette charge émotionnelle vous fera sans doute comprendre, saisir, appréhender que combien la situation était difficile. Ça vous explique aussi certaines stratégies locales. Je m'excuse de me lâcher un peu, mais concernant le général de Gaulle, ce ne sera que le début, parce que autant je partage quasi inconditionnellement l'analyse de Cordier sur l'œuvre de Jean Moulin et l'irresponsabilité totale qu'il y avait à ne pas vouloir que De Gaulle puisse, en intégrant des corps constitués, incarner la continuité française. Ça, c'est le génie de Jean Moulin et du général de Gaulle. Il faut lui reconnaître. J'y reviendrai dans quelques instants pour De Gaulle. Mais l'attitude à Toulouse, et qui est l'attitude qu'il aura au cours de tous ses voyages, même si la situation toulousaine est un petit peu, je veux dire, particulière, parce qu'elle atteint un niveau dans l'acidité et la corrosion que l'on ne retrouvera pas ailleurs. Mais ça vous explique la stratégie de De Gaulle. Vous avez, par exemple, dans le Limousin, à l'initiative de Georges Guingouin, une véritable république populaire qui se met en place avec les forces communistes. Bon, tout ça fait que des pans entiers du territoire national risquaient d'échapper à l'autorité du général de Gaulle. C'est pour ça que, puisqu'entre Toulouse qui bouge, je viens de vous le raconter, et le Limousin, De Gaulle va tout faire pour s'imposer à Bordeaux et va balancer à Bordeaux son délégué qu'il a envoyé auprès de la résistance parisienne dans la foulée du débarquement, Jacques Chaban-Delmas, pour contrôler l'insurrection nationale à Paris. J'y reviendrai dans quelques secondes. Il balancera Jacques Chaban-Delmas en confiant à Jacques Chaban-Delmas le soin de faire de Bordeaux, ville socialiste traditionnelle, mais soumis au maire Adrien Marquet qui avait collaboré, enfin, qui s'était rallié à la France de Vichy. Donc, il va confier la mission à Jacques Chaban-Delmas d'imposer un pouvoir gaulliste à Bordeaux. Et je me souviens d'un colloque auquel j'avais participé sur la fondation des outils gaullistes à Bordeaux et la naissance du Rassemblement du peuple français dans d'autres circonstances, qui sera le premier mouvement lorsque De Gaulle décidera enfin de s'organiser politiquement. Et ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. J'avais montré avec un copain, Jules Morin,
combien c'était évident qu'il avait pris au sein du Rassemblement du peuple français tous les cadres du Rassemblement national populaire de Marcel Déat pendant la collaboration. Le choix de Bordeaux et de garder autour de Jacques Chaban-Delmas, l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde pendant l'occupation, Maurice Papon. Tout cela en toute connaissance de cause, parce que ce qui convient in fine, c'est que le général de Gaulle puisse récupérer le pouvoir. Parce que quand on dit que Bayeux, dès le 14 juin 1944, il baffe les Alliés en remplaçant l'administration de territoire occupé qu'ils ont tenté de mettre en place par une administration franco-française incarnant la légitimité du peuple français. Oui, mais bon, excusez-moi, je trouve pour significatif, je tiens pour significatif, pardon, que les Alliés ne reconnaissent in fine l'autorité du gouvernement provisoire de la République française, c'est-à-dire l'autorité du général de Gaulle, que le 23 octobre 1944, c'est-à-dire une fois que la messe est dite. Le territoire est quasiment totalement libéré. Bon, il y a des poches qui, bien évidemment, Royan, Brest, enfin bon, ok. Mais la quasi-totalité du territoire est libérée. Certaines régions vont être à nouveau menacées, comme Strasbourg, au moment de l'offensive allemande, la dernière contre-offensive dans les Ardennes. La plus grande partie de ce territoire a été libérée par la France, par les armées françaises, et donc là, il n'y a plus de raison, enfin, il n'y a plus de moyen d'imposer une administration provisoire. De Gaulle a assis définitivement son autorité. C'est cette exigence stratégique-là qui explique qu'il ne peut pas prendre de gants avec la résistance. Donc, si vous combinez, mettez tout bout à bout, le manque de confiance depuis juin 1943, le fait qu'il a dû s'imposer face à Giron, que la nature ayant horreur du vide, la résistance intérieure a essayé de s'organiser, qu'elle a établi un programme après d'âpres négociations où ce programme, dont la nécessité avait été évoquée par les socialistes dès 1942, quand De Gaulle dira que c'est lui qui en a eu l'idée, non, ça c'est un hold-up, comme il saura si bien en faire un certain nombre, c'est pas ça du tout. Sur certains sujets, les communistes vont les récupérer à leur profit, après s'être ralliés notamment à des mesures phares comme des nationalisations, alors que je le répète, et nous y reviendrons, et ça va vous surprendre peut-être, les communistes étaient farouchement opposés à l'idée même de nationalisation avant, notamment au moment du Front populaire. Je crois qu'il faudra quand même expliquer la difficulté. Et puis le fait que dans un commandement militaire centralisé, où seuls apparaissent comme un petit peu autonomes les milices du Parti communiste, les FTP, francs-tireurs et partisans, le fait qu'on ait reconnu une forme de rôle autonome, et ça aussi, ça a participé du jeu de De Gaulle pour s'imposer, outre le fait que Staline, lui, ne l'emmerdait pas, contrairement à Churchill et à Roosevelt, comme je vous l'ai montré. Tout cela fait que l'attitude du général de Gaulle refusant de proclamer la République, refusant de satisfaire les desiderata
du CNR, estimant dès l'ordonnance du 9 août 1944, dont je vous ai déjà parlé, que les actes de Vichy étaient nuls et non avenus, et donc avant même la libération de Paris, actant qu'il n'y avait pas à proclamer la République et qu'il fallait au contraire rétablir la légalité républicaine dans une forme de continuité. Et là, vous allez avoir toute une série d'outils et d'instruments. J'ai évoqué les voyages, mais les voyages, c'est l'opération communication politique. Je crois que le cas de Toulouse est éclairant pour quiconque voudrait, aurait ou m'accuserait d'être, comme mon habitude, assez mauvais esprit et de tirer au-delà de ce qu'il m'aurait de faire. Non, non, j'ai été, je vous assure, plus que modéré dans mon analyse sur le Midi toulousain. Comment rétablir la légalité républicaine une fois qu'on a dit que la République n'a jamais cessé d'exister? Puisqu'après tout, c'est bien par là que nous avions commencé, il y a quelques vidéos, et dans un monde que pour moi je qualifierais de monde d'avant. Bon. Ouais, plein de sentimentalisme, ça sert à rien. Donc, il faut brider la résistance. Et il faut brider la résistance dans deux domaines capitaux. Le premier, c'est la justice. On va connaître ce qu'on appelle l'épuration. Là, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis parmi vous. Mais, outre que ça me paraît peut-être un petit peu nécessaire de ne pas me faire forcément des amis avec vous quand il y a quelque chose de fondamental à dire, de ne donc pas transiger à essayer de trouver des moyens pédagogiques de vous le faire passer, mais de vous l'asséner. J'en ai assez. Des discours moralisateurs sur l'épuration, c'est pas beau. Parce que la police de Vichy, c'était pas beau. La milice, c'était pas beau. La Gestapo, c'était pas beau. Les SS, c'était pas beau. Oradour-sur-Glane, Rimont, Tulle, les rafles, c'est pas beau. Donc, les larmes de crocodile et le discours moralisateur sur l'épuration, j'en ai strictement rien à cirer. Mais ça, je veux dire, c'est la position intrinsèque. Et elle peut avoir de quoi vous irriter. C'est vos oignons, c'est vos affaires. Moi, je suis en paix avec moi-même là-dessus. Non. Non. Ce que je veux vous dire sur l'épuration dépasse cela. C'est que l'épuration a été plus que limitée en France. Il y a eu des excès, bon, évidemment, ces défoulages collectifs lorsqu'on tombe des bonnes femmes, une honte absolue. Une honte absolue, enfin, je veux dire, soit elles ont trahi. Moi, j'avais étudié à Fleur de l'Orne le cas de quelqu'une, directement responsable de la mort de 8 personnes. Voilà, ça dépassait les histoires alimentaires ou les histoires de cul ou que sais-je encore. Bon, voilà, elle était mise au peloton d'exécution, 12 balles dans la peau, terminé. Bon, et ça méritait rien d'autre. Mais non, cette image qui veut présenter l'épuration comme quelque chose qui a été abominable, avec des excès et des choses comme ça, cette épuration, elle a été plus que limitée en France. Plus que limitée en France. Et il faut bien comprendre, je reprendrai certains exemples, si vous voulez,
que si elle a parfois touché certains symboles. Bon, évidemment, l'exécution de Pierre Laval, mais après tout, pas grand-chose à en dire. Là-dessus, l'exécution de symboles littéraires comme Robert Brasillac. On pourrait s'interroger sur le rôle de certains éditeurs qui ont d'ailleurs trouvé des témoins de moralité pour le moins surprenants. Dans le cas d'éditeurs publiant, se faisant l'honneur de publier une librairie antisémite et qui lui trouvera des soutiens aussi éminents qu'Elsa Triolet ou Aragon. Et tout simplement parce que Elsa Triolet avait été éditée par cet éditeur, vous trouverez facilement le nom. Non, l'épuration en France, eu égard à ce qu'avait été la collaboration, a été des plus limitées. Évidemment, c'est pas beau. Évidemment, c'est pas beau, et donc il faut rétablir une justice légale. Et donc, dès septembre 1944, donc très tôt, le général de Gaulle s'attache, entre septembre et novembre 1944, à rétablir une justice républicaine digne de ce nom par des cours de justice. Sauf que vous entrez là immédiatement dans une intolérable difficulté et contradiction. Qu'il faille une justice légitime et légale, et pas de justice d'exception, le démocrate que je suis, parce que ça m'arrive, le comprend parfaitement bien. Sauf qu'en 1944, je veux savoir où se trouve le seul magistrat qui n'a pas prêté serment à Pétain. Et que le sujet serait moins grave, je n'ironiserai pas de cette façon-là, mais enfin, faire juger la résistance par des magistrats, faire juger la collaboration, pardon, les actes de la résistance à la libération, donc par les arrestations, par des magistrats ayant prêté serment au maréchal Pétain et à la France de Vichy, me paraît un gage d'objectivité que sans doute certains arbitres britanniques en rugby pourraient avoir. Hein. Non, ça me plaît pas du tout. Mais vous ne pouvez pas former des magistrats. Vous comprenez bien ce que ça va signifier pour la résistance, le rétablissement des cours de justice républicaine, puisque ceux qui vont dire la justice sont des gens qui ont été sérieusement mouillés dans la France de Vichy. Et donc toute une série de dérapages vont se produire parce que les résistants vont tout simplement avoir le sentiment, sans qu'il soit forcément avéré en tout cas, mais dont on peut comprendre pourquoi ils l'ont, vont avoir le sentiment d'être spoliés de leur volonté. Et donc, bien évidemment, ça va renforcer dans le climat général que je vous ai décrit, où De Gaulle s'impose
contre la résistance. Si on réfléchit bien. C'est bien ce que je suis en train de vous raconter depuis quelques heures. Vous avez donc cette question du rétablissement d'une justice administrée au nom de l'État et non plus d'une justice d'exception. C'est le premier. Vous avez le deuxième point, le fait que vous allez avoir une normalisation militaire de la résistance, avec le point ultime qui est l'intégration des milices patriotiques du Parti communiste, qui avait gardé, malgré le COMAC, donc le commandement militaire de la résistance, les forces françaises de l'intérieur, etc., qui avaient gardé un semblant d'autonomie et qui vont être totalement intégrés à un corps spécialement réglé, dévolu à cette tâche, qui sera la tâche du maintien de l'ordre, la création des compagnies républicaines de sécurité. Je vous mettrai en ligne, quand je serai revenu dans les Pyrénées, le décret de Raymond Aubrac, donc Aubrac arrêté avec Jean Moulin, et libéré grâce à sa femme Lucie Aubrac, qui s'appelait Samuel, en plus, qui ensuite va jouer un rôle éminent dans l'administration à la Libération, d'abord comme commissaire de la République à Marseille, et c'est là-dessus que Aubrac va négocier des accords entre paysans et boulangers pour fixer un prix du pain pour assurer le ravitaillement minimum, et que quand il expliquera à De Gaulle comment il a fait, De Gaulle généralisera le procédé, le processus. Bref, Aubrac qui convainc le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, d'intégrer à la police nationale, pour la républicaniser précisément, les milices du Parti communiste. Ça sera la création des CRS. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque le climat ayant quelque peu changé, quelques 3 ans plus tard, dans une qu'on estime être, à tort ou à raison, la culture politique de guerre froide, certaines de ces compagnies de républicaines de sécurité n'apparaîtront pas forcément très sûres pour assurer le maintien de l'ordre lors des troubles sociaux et notamment des grandes grèves de Marseille. Et ça, nous en parlerons quand nous étudierons les mouvements sociaux. Je crois que je vous ai donné un sujet d'exposé, enfin un sujet de dossier sur cette thématique-là, les mouvements sociaux de l'année 47. Voilà donc dans quel climat de normalisation, et tandis que sur le plan militaire, l'armée française, finalement, va jouer un rôle dans la fin de la guerre non négligeable, puisque ce sont les troupes françaises qui s'occuperont en direction de la Bavière, des Alpes bavaroises, d'occuper une grande partie donc, du territoire allemand, et ils iront jusqu'au nid d'aigle d'Adolf Hitler à Berchtesgaden. Donc, de ce point de vue-là, le général de Gaulle a dû asseoir son autorité au forceps. Il l'a très bien fait. Bien, maintenant, dans le rétablissement de la légalité républicaine, il y a un truc qui s'appelle des élections. Et donc, pour conclure cette série de vidéos
qui a été plus long que ce que j'aurais pensé, je m'en excuse, et je n'évoquerai pas les circonstances que je peux traverser là pour trouver un alibi, mais c'est la dérive inhérente à ce système des vidéos, c'est que dans une réalité a priori complexe, je n'ai pas envie de simplifier à outrance parce que je ne veux pas faire de la bouillie pour chat. Voilà. J'ai rien contre les chats, au contraire. Au contraire. Mais enfin, j'estime que l'analyse historique doit privilégier à tout prix la réflexion intellectuelle et la compréhension des mécanismes. Donc, les voies électorales, les élections, c'est pas possible tant que la guerre n'est pas quasiment terminée. D'autant que, argument suprême, vous avez bien évidemment un nombre non négligeable de Français prisonniers. Je ne parle même pas des déportés, mais prisonniers en Allemagne. Et donc, vous ne pouvez pas demander à certains de ceux qui ont été quand même directement les victimes de l'État induit par l'occupation, vous ne pouvez pas les priver dans leur mode d'expression. Donc, il y a un accord sur un gouvernement provisoire nommé auquel participent les mouvements de résistance et les partis politiques intégrés au sein du CNR. Et en ce sens-là, je répète, le fait d'avoir intégré, suite à l'acceptation d'affirmer les grands principes républicains par le général de Gaulle à l'hiver 42, suite aux injonctions de Léon Blum et au ralliement de Léon Blum, suite au ralliement du Parti communiste signifié par Grenier, intégré donc aux autorités de la France libre en janvier 1943, enfin, le climat que je vous ai décrit, suite aussi au fait qu'en 1944, en août 1944, les communistes décident de ne pas lancer, participer à l'insurrection résistante, évidemment, mais de ne pas lancer de tentative de prise du pouvoir. Même s'il y a eu des républiques, je parle de Limoges avec Georges Guingouin, une véritable république populaire dans le Limousin. Tout cela fait que avant la possibilité d'organiser les élections, le gouvernement provisoire peut à peu près fonctionner. Après, il faut bien le légitimer. Et il faut le légitimer dans une double direction. Le rétablissement du suffrage universel, lequel va d'ailleurs être étendu aux femmes. La française va pouvoir voter. C'était d'ailleurs, si vous l'avez lu avec attention, une mesure qui n'était pas prévue par le Conseil national de la résistance. Et donc c'est une mesure qui est imposée en dehors du cadre du programme du CNR. Bien évidemment, l'application immédiate de ce programme, c'est faire la guerre. Contribuer à la libération du territoire et contribuer à se rendre nécessaire aux Alliés. Ce qui, de ce point de vue-là, est, je dois dire, un grand succès et fait réellement. Donc,
La République n'ayant jamais cessé d'exister, Vichy nul et non avenu, les ordonnances, l'ordonnance du 9 août 44 incarnant la continuité républicaine, la libération de Paris, les voyages du général de Gaulle pour asseoir son autorité, le rétablissement d'une justice qui ne soit pas une justice d'exception, etc. Vous voyez bien que l'on est en plein dans ce qui, pour de Gaulle, est le processus de rétablissement des institutions. Au printemps 44, fin avril, début mai, vous avez des élections municipales, 45, pardon, vous avez des élections municipales, et ces élections municipales sont un raz-de-marée à gauche, avec des listes souvent d'unité entre socialistes et communistes. Enfin, vraiment, très clairement, le baromètre politique s'est placé d'un côté qui, excusez-moi de le dire, n'est évidemment pas forcément celui vers le cœur duquel le général de Gaulle balance, quoi. Et ces résultats seront amplifiés, mais alors dans un sens avec encore quelque chose de plus important que ce qui avait été manifesté au municipal, aux élections du 21 octobre 1945, puisque à cette occasion-là, les Françaises et les Français sont appelés à se prononcer, et à se prononcer dans un double scrutin, puisqu'il s'agit d'abord de se prononcer sur les fonctions de l'Assemblée que l'on va avoir à élire. Doit-il s'agir d'une Assemblée constituante pour établir une constitution, puisque la République n'ayant jamais cessé d'exister, les lois constitutionnelles de 1877 n'étant plus en vigueur, il faut bien rétablir une constitution. Où s'agit-il? Doit-il s'agir d'une assemblée législative ayant pouvoir constituant, donc, mais qui, une fois qu'elle aurait établi une constitution, serait une véritable assemblée législative et continuerait à faire la loi? Et là, vous avez des lignes de fracture très importantes qui apparaissent. Parce que si les communistes veulent une assemblée législative de plein droit, d'autres forces estiment qu'il faut laisser du temps au temps, il faut construire une constitution, et après on retournera devant les Françaises et les Français, et peut-être que l'émotion, la vivacité, je répète, le choc qui ont été les résultats, très très clair, lors des municipales, le raz-de-marée à gauche, peut apparaître un petit peu dangereux dans certains lieux. Bon, donc, si on laisse un petit peu de temps, peut-être qu'on en reviendra à un étiage un petit peu plus normal. Donc, quoi qu'il en soit, le 21 octobre 45, on vote d'abord par référendum et environ par les 2/3 des votants ont choisi d'élire une assemblée qui sera strictement constituante, dans la mesure où seuls les communistes, quasiment seuls les communistes ont demandé à ce qu'elle soit pleinement législative et pas strictement constituante. Ça induit déjà le très bon score du Parti communiste. Bon, il y a des petits partis et
des tenants de la Troisième République, le Parti radical qui était également pour une véritable assemblée législative au nom de la conception classique de la République qui est le parlementarisme. Voilà. Donc déjà, les résultats du référendum annoncent la suite, et la suite elle est très claire. Arrive en tête avec 26,23% des voix le Parti communiste. En deuxième position avec 23,91% le mouvement républicain populaire de Georges Bidault, le successeur de Jean Moulin, à la tête du CNR, même si Bidault n'a jamais eu autant d'autorité, parce qu'il n'était que président du CNR et non pas envoyé du général de Gaulle, et délégué du général de Gaulle pour diriger la résistance, c'est pas tout à fait la même chose. 23,91%, et le Parti socialiste, évidemment, 23,45%. Dans la foulée de ces élections, l'adoption d'une loi constitutionnelle le 2 novembre 1945, réaffirmant la forme républicaine, la constitution de la dite République étant à construire. En gros, donc, les trois quarts de l'opinion publique partagée en trois grands partis, communistes, MRP et socialistes, prolongeant l'unité de la résistance, évidemment, on appelle ça le tripartisme. Très large union est placée sous l'autorité du général de Gaulle, sauf que le général de Gaulle n'a pas cru bon de créer d'organisation, de rassemblement, et que donc ces soutiens se sont répartis un petit peu traditionnellement dans d'autres modes d'expression. Est-ce que cela ne signifie pas immédiatement que va apparaître la tentation pour cette résistance qui a quand même été, par certains aspects, employons le mot, bafouée par le général de Gaulle, au nom d'impératifs que j'ai justifiés, je le répète, intégralement. Mais quand même, cette résistance qui a été bafouée, enfin, ce qui s'est joué à l'hôtel de ville de Paris 25 août 1944, est quand même significatif. Le voyage à Toulouse est significatif. Comment l'autorité du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, n'ayant pas désiré concourir aux élections, comment tout cela peut-il se goupiller avec le fait que les trois quarts des suffrages exprimés vont aux trois piliers politiques du Conseil national de la résistance? Est-ce que ce résultat électoral ne scie pas la branche sur laquelle est assise le général de Gaulle? Et donc, très rapidement, les choses vont s'envenimer entre le tripartisme et le général de Gaulle, au point que sur un sujet significatif, qui est le budget militaire, le général de Gaulle voulait une augmentation massive du budget militaire, le gouvernement tripartite, avec cette immense surprise que les communistes arrivent en tête, alors
que les premiers sondages de l'IFOP s'est planté, disaient, fort logiquement d'ailleurs, que ce devait être le Parti socialiste qui arriverait en tête, tant l'esprit des réformes, de la libération semblait être de cette inspiration-là, sauf que le Parti socialiste a payé très cher le fait de ne pas être apparu comme ayant été militaire pendant la résistance, mais fusionnant au sein des groupes de résistance, à l'exception des réseaux Brutus du général de Gaulle, lors même que le Parti communiste, avec un certain génie pour s'exonérer de la période 39-41, avait choisi, y compris par des actes sur la responsabilité desquels on peut s'interroger, c'est-à-dire la logique des attentats, mais qui en tout état de cause lui lui avait donné une visibilité de héros. Voilà. Bon. Là-dedans, il faudrait évidemment rappeler les symboles, l'affiche rouge du groupe La Main-d'œuvre immigrée. Il faudrait rappeler l'exécution du général SS responsable du service du travail obligatoire, avec les pratiques d'otages que cela entraîne en réaction. Bon, voilà, le Parti communiste s'est livré à une opération de récupération dans la foulée, dans l'écho du canon de Stalingrad et des victoires de l'armée rouge, qui lui a conféré un rôle tout à fait éminent. Et qui a peut-être rendu amer d'autres courants de la résistance. Là aussi, je suis intimement persuadé que si Jean Moulin n'avait pas été arrêté, les choses se seraient passées probablement assez différemment à ce moment-là. Enfin bref, entre De Gaulle et son exigence d'augmentation du budget militaire et les forces du politique sacralisées par le suffrage universel et donnant au MRP, au PC et au Parti socialiste le soin d'être associés dans le tripartisme, et qui eux privilégient, après tout fort justement, la nécessité de reconstruire économiquement le pays. Quelques mots, en effet, richesse nationale, moins de 35% de celle de l'année 1938. Pas un pont intact sur la Loire. Les mines du Nord sont détruites, donc quand vous voulez faire du charbon de bois avec le pin des Landes, vous devez remonter, parce qu'il n'y a pas de pont sur la Loire, par le midi méditerranéen, la vallée du Rhône. Pas un port, y compris des ports comme Marseille, où pourtant il n'y a pas eu de combat à proprement parler. Pas un port intact, qu'il faut dégager. Une ration de pain qui sera réduite régulièrement pour atteindre par exemple en 1947 des niveaux inférieurs à ceux de l'année 1942, la pire année de l'occupation. Et tout ça, donc, à ce moment-là, pour l'augmentation du budget militaire que voudrait le général de Gaulle. Vous voyez bien que, voilà, c'est le moment où on s'intéresse sur la question des nationalisations, pour reconstruire un outil, une planification au moins indicative pour reconstruire le pays, un outil donc des nationalisations pour que l'État puisse avoir des stratégies. Nous évoquons ça la prochaine fois un peu sérieusement. La mise en place d'un vaste plan de sécurité sociale
permettre la reconstruction d'une solidarité nationale après l'ampleur de la catastrophe. Vous imaginez bien, vous voyez bien tout ce que cela signifie. Et De Gaulle, qui en décembre 1945 vous balance augmentation du budget militaire parce qu'il y a des problèmes en Indochine. Même. C'est-à-dire que quasi immédiatement, le rapport de force semble s'inverser. Ce que je vous ai raconté peut se résumer par la prise du pouvoir par De Gaulle sur les Alliés et la prise du pouvoir par De Gaulle sur la résistance. Et là, suite aux élections, c'est un rapport de force radicalement inverse et qui entraîne la démission du général De Gaulle en janvier 1946. Alors je m'arrête là parce que la vie c'est comme ça. J'essaierai de vous en mettre en ligne parce que je profite de mon séjour parisien. Aujourd'hui, je considérerais que j'ai d'autres choses à faire. Enfin, ça ne vous regarde pas. Et j'essaierai de peut-être, je ne sais pas dans quel état nous serons ce soir, mon fils et moi, et nous verrons ce que nous avons à faire. En tout cas, j'essaierai de vous en mettre en ligne parce que c'est quand même hyper plus confortable que dans les territoires perdus de la République, que sont les Pyrénées, parce que mettre en ligne avec la fibre parisienne en quelques minutes quelque chose qui chez moi prend des plombes, malgré le satellite, c'est un confort autre. Je vous souhaite donc une bonne réception. Encore une fois, je suis extrêmement touché par tous les messages que vous m'avez envoyés. Les mots sont peu de choses, mais vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je vous en remercie. Bonne journée les enfants.